Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur bestofbusinessanalyst.fr. La vidéo d'aujourd'hui va être consacrée à une méthode que j'ai utilisée récemment pour co-créer des maquettes avec mes contributeurs. Je vous rappelle le contexte du projet, j'ai déjà passé l'étude d'opportunité, donc le projet a été validé par le client et je suis maintenant dans une phase où je vais commencer à réfléchir à la solution de manière macroscopique mais visuelle que je vais pouvoir proposer. Évidemment, je n'ai pas l'expertise métier, je suis par contre entourée de contributeurs qui sont mes SME, Subject Matter Experts, et qui eux m'apportent leurs connaissances métier. J'ai plusieurs outils dans ma boîte à outils de business analyst. Je peux faire des interviews, je peux faire des workshops, je peux faire des brainstorming, je peux faire des sondages, je peux faire de la lecture de documentation. Il y a tout un panel de techniques que peut utiliser le business analyst pour réfléchir, analyser, créer et collecter de l'information. Je vous renvoie d'ailleurs aux vidéos que j'ai tournées, vidéos d'animation que j'ai tournées précédemment sur les différentes techniques de collecte de l'information. Alors moi, la méthodologie que j'ai décidé d'utiliser s'appelle le design thinking. Pourquoi? Parce que j'ai un sujet qui concerne l'innovation et également de la réflexion collective autour de cette innovation. Et bien entendu, quand on innove, on n'est jamais seul, et notamment lorsqu'on est business analyst, pour amener à maturité une idée, la faire émerger, cette technique de design thinking est extrêmement efficace. Alors comment j'ai procédé? Alors tout d'abord, peut-être que je vais faire un tout petit point sur ce que c'est. C'est une méthode de gestion de l'innovation qui a été élaborée dans les années 80 à l'université de Stanford aux États-Unis. Comme beaucoup de méthodes qu'on retrouve actuellement, en fait, c'est pas récent du tout, c'est juste que leur application a commencé à se diffuser particulièrement depuis qu'on utilise les cycles de vie agiles sur les projets en entreprise. Alors, il y a 5 étapes dans le design thinking. Il y a 2 étapes qui se passent avant les ateliers, qui sont la définition des besoins. Donc là, vous allez comprendre votre audience cible. Vous allez utiliser des outils, par exemple l'expérience map ou l'empathie map, qui vont vous permettre de mieux comprendre les besoins de votre audience cible. Ensuite, en deuxième étape, vous allez faire un point sur la définition exacte de leurs problèmes. En gros, vous allez essayer de répondre, de poser la question « Comment pourrait-on résoudre tel et tel problème ?» Et c'est ce point de départ que vous allez après utiliser dans la 3e phase de design thinking. Cette 3e phase, c'est trouver la solution. Donc vous allez faire un atelier de co-réflexion avec tous vos contributeurs, de brainstorming pour faire émerger des idées créatives innovantes. Une fois que vous avez fait cette étape de réflexion sur la solution à trouver, vous allez passer à la phase de maquettage. Et là, ça ne sert à rien de faire des maquettes trop élaborées, des tableaux blancs, des post-it, des feutres suffisent amplement. Je vous expliquerai comment j'ai procédé. Une fois que vous avez maquetté votre solution, vous allez ensuite la tester. Donc vous, si vous êtes en train de me regarder, vous travaillez peut-être sur des projets agiles, vous allez comprendre que ça s'interface parfaitement avec les projets agiles où c'est des itérations qui permettent de faire aboutir la maturité du produit. En design thinking, c'est également la même chose. Vous avez différentes phases pour faire émerger les idées, les prototyper, les tester. En fonction des résultats des tests, vous allez recommencer le processus de design thinking jusqu'à aboutir à une solution co-créée qui correspondent réellement aux besoins du client. Je vais vous donner un exemple très simple. L'innovation, ce n'est pas forcément les hautes technologies. Il y a par exemple une société britannique qui fabriquait des paquets de chips et elle a d'abord réfléchi à son cœur de cible. Son cœur de cible, c'était essentiellement des hommes adultes qui mangeaient des chips devant leur télévision
en suivant des compétitions sportives, plutôt dans le noir, dans l'obscurité. Et donc en fait leurs mains, quand ils plongeaient la main dans le paquet de chips, déjà ils ont des mains plus grosses que les femmes ou les adolescents, donc parfois ils avaient du mal à atteindre le fond du paquet, et donc les dernières chips parfois étaient compliquées à attraper. Pour ceux qui arrivaient à attraper les chips au fond du paquet, ça impliquait de se salir la main jusqu'au poignet. Donc leur démarche de design thinking a été d'essayer d'être innovant pour résoudre ce problème et satisfaire les besoins de leur cœur de cible. Qu'est-ce qu'il en est sorti de cette séance de design thinking? Tout simplement un paquet de chips qui s'ouvrait sur la longueur, avec donc 5 cm d'ouverture supplémentaire qui permettait à leurs clients, les hommes adultes, de plonger la main dans le paquet de chips sans avoir à quitter l'écran des yeux et sans se salir la main. Donc ça, c'est un exemple de démarche en design thinking qui permet d'aboutir à une solution innovante. Nul n'est besoin d'avoir une solution technologiquement innovante. Pour revenir à ma mission, donc évidemment, j'ai préparé la séance de design thinking. J'avais des contraintes très fortes en délai et en temps. Donc je n'avais malheureusement que 3 heures pour faire cet atelier, ce qui est court. Donc je savais que je ne pourrais pas aboutir à un maquettage complet, mais je savais aussi que ça me permettrait de dégrossir le sujet et de faire sortir certaines problématiques du périmètre ou au contraire d'en faire entrer certaines autres. Mon objectif était d'aboutir à un premier jet de maquette, tableau blanc. Alors, en termes de préparation, déjà j'avais beaucoup de chance parce que je suis dans une entreprise où il y a des salles de réunions qui sont propices à la co-création. C'était donc, c'est vrai que c'est pas le cas dans beaucoup d'entreprises, mais je vous donne un peu le contexte. Grande salle avec pas de table, que des sièges, des fauteuils, des tabourets, de la couleur, un peu à l'ambiance Google, campus américain, avec les murs couverts d'un revêtement qui permettait d'écrire directement sur les murs au feutre. Également des storyboards avec des papiers, des boîtes à outils qui comportaient des post-it, des feutres, donc un certain nombre d'outils pour vraiment faire de la co-création. Et ça, alors, pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir ce genre de salle à disposition, les salles de réunion telles que vous les connaissez, qui sont comment dire, à l'ancienne mode, avec des tables, une visioconférence, tout le monde est assis, soit en cercle, enfin pas en cercle, soit autour de la table et autour de l'animateur. Là, dans l'environnement design thinking, vous poussez les tables le long du mur, vous libérez les chaises, vous asseyez en rond. Surtout, faites en sorte que votre environnement de travail libère un peu la créativité et fasse que les participants ils sortent un peu de leur état d'esprit habituel qu'on a en entreprise, assez rigide. On écoute l'animateur, on n'ose pas trop parler, on a peur de dire des bêtises. Il faut vraiment que les gens ils aient l'impression de sortir de leur cadre de travail. Donc, en design thinking, c'est vraiment la première étape quand vous commencez l'atelier, c'est de faciliter la parole. Donc, l'environnement est important, mais après, il y a l'attitude. Donc, il faut que ça soit amical, il faut que vous alliez, le tutoiement est habituel. Il faut que les gens n'aient pas l'impression qu'il y ait une hiérarchie, puisque vos contributeurs, lorsqu'ils sont invités, ils sont sélectionnés en amont, mais vous pouvez avoir des grands chefs, vous pouvez avoir des employés qui sont près du client, mais qui hiérarchiquement sont en bas de la pyramide organisationnelle de l'entreprise. Vous pouvez avoir des clients, vous pouvez avoir des fournisseurs, donc vous avez toutes sortes d'intervenants. Donc, en tant qu'animateur de design thinking, il faut vraiment mettre à l'aise tous ces gens-là et leur faire bien saisir le fait qu'ils sont là pour co-créer, peu importe leur position hiérarchique. L'atelier, comment il se passe? D'abord, vous allez expliquer la démarche. Peu de gens sont formés à la démarche de design thinking, donc vous allez leur expliquer ce que c'est de la co-création. Vous allez leur expliquer les différentes phases de l'atelier.
Et puis, alors moi en ce qui me concerne, ils étaient assis dans des fauteuils en rond. Je projetais sur les murs des slides qui expliquaient la démarche de design thinking. Je leur ai donné aussi plein d'exemples innovants pour que déjà leur esprit s'habitue à cette démarche où normalement, quand on commence à réfléchir à une solution en entreprise, on a d'abord les contraintes qui arrivent à l'esprit, le budget, les contraintes de temps, les contraintes technologiques. Là, l'objectif, c'était de leur dire, on va co-créer un rêve. D'abord, on crée un rêve qui réponde aux besoins des clients. On a identifié que les clients ou le cœur de cible avait des besoins. Ensemble, on va réfléchir à aller sur la Lune. On ne réfléchit pas si c'est possible, on ne réfléchit pas si on a la technologie, on ne réfléchit pas aux contraintes budgétaires, aux contraintes de temps. On crée dans notre rêve la solution qui peut répondre aux besoins. Et dans une deuxième phase, ça s'appelle la phase de divergence. La deuxième phase, c'est de dire, ok, maintenant qu'on a construit notre rêve, eh bien, on va quand même réfléchir aussi aux contraintes qu'on a à notre disposition et de quelle manière on peut réaliser la solution et le rêve qu'on a construit avec les contraintes à notre disposition. Ça s'appelle la phase de convergence. L'atelier que j'ai mené, c'était la phase de divergence. C'est le plus fun, le plus agréable parce qu'en fait, tout est possible. Mais en même temps, c'est pas évident parce que la plupart de vos contributeurs ont ce réflexe de freiner leur imagination. Puisqu'ils imaginent toutes les contraintes possibles et imaginables. Donc votre rôle à vous, en tant qu'animateur de design thinking et de business analyst, c'est de les inciter à sortir de leur zone de confort, de leur état d'esprit, pour se lâcher et inventer des solutions créatives. Donc, après leur avoir expliqué le contexte et ce que j'attendais d'eux, j'ai fait 2 sous-groupes. Donc là, c'était le groupe entier au début. Ensuite, j'ai fait 2 sous-groupes par objectif et je leur ai attribué une certaine plage horaire pour travailler ensemble. C'était préparé, bien entendu. Donc, j'ai commencé par l'expérience MAP. Il fallait que les membres de chaque groupe réfléchissent à l'expérience MAP. Pourquoi? Parce que je voulais qu'ils se mettent dans la peau de l'utilisateur final avant de réfléchir à la solution qu'on allait lui proposer. J'ai été aidée par une autre personne qui était donc facilitatrice sur le second groupe. Les facilitateurs en design thinking permettent de libérer la parole, permettent de recadrer le débat. Ce n'est pas des experts, mais ils sont vraiment là pour faciliter la discussion et être sûr qu'on ne perd pas de vue l'objectif de l'atelier. À l'issue de cette réflexion sur l'expérience MAP, on est passé à l'écriture, plutôt à la co-création des maquettes. Et donc chacun s'est attribué un morceau de mur, puisque je vous rappelle, dans la salle où j'étais, les murs sont des tableaux blancs, en fait, où on peut écrire dessus. Et chacun a donné son idée en dessinant simplement au feutre ou en collant des post-it sur l'interface utilisateur qu'ils imaginaient pour répondre aux besoins des clients. À l'issue de cette séance de co-création, on a fait une pause bien méritée et après cette pause, il y a eu un porte-parole de chaque groupe que j'ai désigné au dernier moment parce que sinon, si vous désignez un porte-parole trop tôt, il y a des risques que les autres non désignés soient moins vigilants, moins attentifs. Et donc, en fait, chaque porte-parole a présenté au deuxième groupe, qui n'était pas présent lors de sa co-création, les outputs, les résultats de leur co-création. À l'issue de cette séance, j'ai fait un compte-rendu, bien entendu, pour expliquer et remercier tous les intervenants. Et après, il y a une autre phase qui est d'exploiter les résultats de cette co-création faite en atelier de design thinking. Et ça fera sans doute l'objet d'une autre vidéo, cette vidéo étant déjà très très longue. Voilà, j'espère que je vous ai donné des idées pour faire de la co-création avec vos contributeurs. Si vous avez déjà fait vous-même des ateliers de design thinking, je serais très intéressée d'avoir vos commentaires et que vous partagiez avec tout le monde ce qui a marché, ce qui a moins marché. De mon côté, je pense que c'est également l'exercice que je ferai la prochaine fois parce que effectivement, il y a des limites que j'ai pu voir en atelier et que je voudrais vous partager. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt sur bestofbusinessanalyst.fr.